Selon les spécialistes en cardiologie, un adulte sur 3 souffrirait de l'hypertension artérielle, une maladie qu'ils qualifient de tueuse silencieuse. Aujourd'hui au Togo, le taux de prévalence de cette maladie au sein de la population générale est de 30%. Alors, quels sont les risques possibles liés à cette maladie et comment les réduire? Les complications sont-elles évitables? L'essentiel sur l'hypertension, c'est ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de rester toujours fidèles à cette émission. Nous recevons encore ce soir sur le plateau professeur Jean-Marie Damorou. Il est cardiologue et chef service de la cardiologie au CHU Campus à Lomé. Professeur Damorou, bonsoir. Bonsoir Madame Preto. Et comment allez-vous? Très bien. Alors, merci d'être là encore ce soir. Vous étiez avec nous la semaine passée et le sujet dont on avait parlé, dont on a débattu, était les grosses jambes. Alors, vous savez, beaucoup de questions étaient restées le mardi passé sans réponse et nous avions promis aux téléspectateurs de voler quelques minutes ce soir sur le temps pour répondre à certaines de leurs préoccupations. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Une promesse, c'est toujours une promesse. Une promesse, c'est toujours une dette, surtout. Merci beaucoup, professeur. Alors, nous allons y aller tout de suite avec ces quelques questions, préoccupations que j'ai retenues. Les deux jambes de mon fils sont enflées, professeur, jusqu'aux testicules. Quelles sont les causes et que devons-nous faire? Je crois que c'est un message qui nous a été envoyé par une maman en détresse. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Vraiment, nous sommes compatissants à son endroit. Ce qu'il faut faire, il faudra qu'elle amène l'enfant en consultation, qu'on lui dise exactement de quoi il s'agit. Très bien. Parce qu'il peut s'agir d'une insuffisance cardiaque, comme on l'avait dit tantôt la semaine passée. Oui, d'accord. Alors, avec les activités journalières, je me réveille avec des douleurs dans les jambes. Que faire? Même réponse. Il faut aller consulter. Il faut consulter, c'est simple. Parce que ça peut, une douleur dans les jambes peut signifier beaucoup de choses. Il faut consulter. Professeur, les veines enflées se font voir sur ma jambe et cette jambe devient de plus en plus grosse. Je n'arrive plus à porter une culotte à cause de la honte. Que faire? Le monsieur, il est obligé de porter tout le temps le pantalon. Alors, il se demande que faire. Alors, même question, même réponse. Juste pour préciser que ce n'est pas une honte. C'est une maladie. Hein. C'est pas une honte. fatalité. C'est pas une fatalité. Tout à fait. Donc, il faudra qu'ils viennent nous voir pour qu'ensemble nous trouvions une solution. Depuis un temps, quand je me lève du lit, je n'arrive pas à me mettre sur mes 2 pieds. Ils me font tellement mal. Cela est dû à quoi? Vraiment. Les gens ont vraiment des problèmes de santé. C'est pour ça que nous sommes là. Tout à fait. Dans ce cas également, il faut qu'il y ait une consultation en bonne et due forme pour qu'il y ait un diagnostic précis. C'est ça. Parce qu'à chaque diagnostic correspond un traitement adapté. Oui, voilà. Votre émission est très suivie au Bénin. Est-ce que les chaussures à haut talon, à talon haut ou trop serrées peuvent causer les grosses jambes? Si ces chaussures-là sont portées tout le temps et de façon régulière. On parle de chaussures basées
c'est difficile. Quand on a des grosses jambes, c'est difficile de porter des chaussures. C'est pourquoi il faut venir pour qu'on ait d'autres. Il y a d'autres alternatives. C'est pas les chaussures qui vont régler le problème. D'accord. Depuis 2 semaines, je me réveille avec des douleurs au niveau de la jambe gauche et j'ai remarqué que le dessus de mon pied n'est presque plus sensible. Alors, la douleur s'étend jusqu'au niveau de la cuisse. J'ai été au CHU, on a fait le diagnostic, on a fait même la radio. Après, on m'a prescrit des produits que je prends, mais les douleurs sont toujours là et je marche difficilement. Ce message nous a été envoyé par Comblan. Merci beaucoup, Comblan. Voilà, nous disons du courage à M. Comblan. Ce qu'il y a, c'est que le traitement n'est pas encore très adapté. Donc il faudra qu'il retourne voir son médecin pour trouver une solution plus adaptée. Qu'on renouvelle le traitement pour lui. Ou bien qu'on change de traitement pour D'accord. que la jambe puisse désenfler. Parce que nous avons dit qu'il y avait plusieurs origines. Ça peut être une origine veineuse. C'est ça. Ou bien ça peut être, surtout quand c'est d'un côté, c'est souvent d'origine veineuse. D'accord. Est-ce que la grosse jambe peut conduire à un accident vasculaire cérébral, un AVC? Oui, ça peut se faire, mais à condition qu'au niveau du cœur, il y a une communication entre le cœur droit et le cœur gauche. Donc le caillot, si cette grosse jambe est due à un caillot, le caillot peut quitter les cavités droites pour aller dans les cavités gauches et rejoindre le cerveau. C'est ça. C'est en ce moment-là qu'on parle d'embolie paradoxale. Parce que normalement, ça ne doit pas se voir. Mais comme il y a un trou entre les deux cœurs, c'est possible. Voilà. Parlant justement d'embolie, il y a une question qui dit quelles sont les précautions à prendre pour ne pas avoir l'embolie pulmonaire quand on a déjà un problème cardiaque? Oui, justement, quand on a un problème cardiaque, le fait que les jambes soient gonflées, c'est ça qui favorise la formation des caillots dans les veines de ces jambes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien traiter l'insuffisance cardiaque pour qu'il n'y ait pas d'embolie. D'accord. Je ressens des fourmillements dans les jambes quand je fais la marche. Est-ce que c'est un problème de circulation ou bien une insuffisance veineuse? Bien, le problème de fourmillement, ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être les veines, ça peut être les nerfs. Bon. Il faudra un diagnostic fait par un médecin, soit un cardiologue, soit un neurologue. Pour être situé. Véritablement savoir de quoi il s'agit exactement. Tout à fait. J'aimerais savoir si quelqu'un n'arrive pas à bien respirer et qui a la poitrine lourde, souffre-t-il déjà de l'insuffisance cardio-pulmonaire? Bon, le fait de ne pas arriver à bien respirer, il y a deux possibilités. Ou bien c'est le cœur, ou bien c'est le poumon. C'est ça. Ou bien les deux. Donc, il faudra... Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter pour que le cardiologue vous dise c'est pas le cœur, ou bien c'est le cœur, et que si c'est pas le cœur, c'est le poumon, on enverra le malade au niveau de pneumologue. Voilà. Dernière question, lorsque je montre mes jambes gonflées, on me dit seulement que c'est un problème lymphatique. À quel service dois-je m'adresser exactement? Problème lymphatique, souvent, si c'est vraiment lymphatique, c'est souvent des filaires qui bouchent ces vaisseaux lymphatiques. C'est souvent soit les dermatologues qui s'en occupent ou bien les parasitologues. D'accord. Voilà, je crois que c'est fait. C'est fait. Merci donc pour votre patience et surtout votre confiance pour cette émission. Le sujet de ce soir, je le disais tantôt dans mon introduction, on va parler ce soir de l'hypertension
artérielle, professeur. L'hypertension artérielle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On sait, on a plusieurs fois entendu parler de cette maladie, mais ce soir, on aimerait bien savoir de quel genre de maladie s'agit-il exactement lorsqu'on parle de l'hypertension artérielle. Merci, Madame Koto, pour cette question pertinente. Moi, je commencerai d'abord par dire ce que l'hypertension n'est pas. Je commence par l'autre bout. D'accord, allez-y. Ce n'est pas une maladie des riches. Les pauvres aujourd'hui sont atteints. Ce n'est pas une maladie des blancs. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de Noirs ont cette affection. Ce n'est pas une maladie des adultes. Même chez les enfants, on peut avoir l'hypertension artérielle. Voilà. Ce n'est pas une maladie des gros. Parce qu'on pense quand on dit hypertension, les gens disent, moi je ne suis pas gros, pourquoi je suis hypertendu? Non. Même les maigres peuvent avoir l'hypertension artérielle. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de sang. Même ceux qui sont anémiés peuvent être hypertendus également. Ce n'est pas un sort jeté à quelqu'un. Ce n'est pas un sort. C'est une maladie comme toutes les autres. Et puis ce n'est pas une fatalité. Parce qu'aujourd'hui, on a des traitements pour stabiliser et permettre à ceux qui sont hypertendus de vivre comme tout le monde. C'est ça. Pour le moment, qu'est-ce que c'est l'hypertension? Qu'est-ce que c'est? L'hypertension, il faudra trois choses pour bien comprendre l'hypertension. Voilà. D'abord, c'est les chiffres tensionnels. L'hypertension, c'est quand les chiffres s'élèvent de façon permanente dans les tuyaux, les artères. Vous savez que dans les artères, le sang circule sous une pression. Lorsque cette pression est élevée de façon permanente, on dit qu'il y a hypertension artérielle. Bon, pour citer, pour préciser, donc, la pression ne doit pas être supérieure à 14 ou bien à 13 cm de mercure pour la maxima dans les artères et pour la minima 8,5 cm de mercure. Vous savez qu'il y a deux chiffres. Donc, si on a par exemple 14 sur 9 cm de mercure, on dit qu'il y a hypertension. Et cela de façon, si cette élévation est permanente. Ça, c'est d'abord les chiffres. Il ne s'agit pas que des chiffres. C'est pas comme le vulcanisateur. Quand le pneu est trop gonflé, il faut dégonfler, c'est fini. C'est pas ça. Derrière les chiffres, il y a des organes indispensables à la vie qui peuvent être touchés. Et ces organes-là, c'est le cerveau. Si le cerveau est touché, il y a des problèmes. C'est le cœur. Le cœur qui est la pompe. Si ça s'abîme, il y a des problèmes. C'est le rein qui est le filtre. Si le filtre est abîmé, il y a des problèmes. Et ce sont les yeux. Lorsqu'on devient aveugle, on devient une charge pour la société. Donc, voilà les 4 organes qui peuvent être touchés. Et enfin, troisième chose, ce sont les autres facteurs de risque. L'hypertension, c'est un malfaiteur qui n'agit jamais seul, presque jamais seul. Il y a toujours d'autres qui vont avec ce malfaiteur. C'est ça. Des facteurs de risque non modifiables. On va y revenir. On va y revenir. Et les facteurs modifiables. Donc voilà les trois choses qui permettent de définir, d'expliquer ce que c'est que l'hypertension et même de bien comprendre ce que c'est que l'hypertension. Les trois choses vont ensemble. D'accord. Et lorsque vous parlez, vous citez certains organes nobles tels que le cœur, le cerveau, les yeux, etc. Le rein. Le rein. Faut pas l'oublier. Le rein. Ouais. Alors, je crois que là, vous faites allusion aux complications, bien aux conséquences de l'hypertension sur la santé générale de l'individu qui en souffre. Tout à fait. C'est l'intérêt de parler de cette question. D'accord. Les complications. Justement, on va y arriver, professeur. Alors, on
on parlerait de deux types d'hypertension artérielle. Est-ce que c'est vrai? Deux types. Ça dépend de ce qu'on veut. Disons que il y a l'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire quand on ne trouve pas la cause. Voilà. Quand on est dépassé, on dit que c'est essentiel. C'est ça notre faiblesse en tant que médecin. Quand nous sommes dépassés, on dit que c'est essentiel. On ne connaît pas la cause. Mais il y a les facteurs de risque. Deuxième type, c'est lorsqu'il y a des causes connues, dont certaines peuvent être curables. On dit que c'est l'hypertension artérielle secondaire. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Oui, justement. Alors, vous venez de dire que lorsque le chiffre tensionnaire est supérieur à 14,9, là, on peut dire que la personne, mais le patient souffre de l'hypertension artérielle. Alors, si ce chiffre reste élevé pendant 3 semaines, admettons que le chiffre tensionnaire est élevé au-delà de 20, est-ce que ce seul paramètre suffit pour confirmer que ce patient est un hypertendu? Si le malade... Il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Oui, tout à fait. Si c'est pendant 3 semaines, ça fait 3. Si on a vérifié à 3 reprises durant les 3 semaines et que les chiffres sont élevés, on peut déjà commencer par s'inquiéter. Et nous disons qu'il faut mettre tout ensemble. Les chiffres, les organes nobles qui seront atteints et puis les autres facteurs de risque. Cela permet d'évaluer le risque cardiovasculaire global. Parce que quand on a l'hypertension, on a un risque de faire des complications. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. Il faut connaître ce risque-là. C'est ça qui va déterminer la prise en charge. Tout à fait. On va en parler. Alors, la santé et la rue, c'est la rubrique micro-trottoir. Qu'est-ce que les gens pensent de l'hypertension artérielle? Selon eux, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette maladie? Certaines personnes se sont prononcées au micro de Serge Agbozo. Nous les écoutons tout de suite. Ce qu'on connaît, l'hypertension artérielle, nous ne sommes pas de la santé, mais selon les choses, on voit les gens, ils marchent en boitant, ils ne marchent pas bien. Parce qu'on pose la question, on dit que c'est tension artérielle. C'est une manifestation qui est peut-être due à l'alimentation. Des fois, c'est par souci. Mais ce que moi, je peux dire de ça, tout le relais présentement est tensionnaire. Pourquoi je dis ça? Parce que la vie quotidienne, ça ne va pas. Ça ne va pas. On nous dit de ne plus penser, mais tu ne peux pas te lever sans avoir des pensées. Parce que c'est chaud même, c'est chaud. Le quotidien togolais n'est pas bon. Donc, on nous conseille chaque fois de bien manger, pas de sel ni l'huile. Ben, nous sommes obligés de prendre le sel et l'huile et le sucre. Parce que on se lève chaque matin avec 200 francs. Donc c'est la bouillie. Mais c'est sous et gaou. Donc nous sommes obligés. Et s'ils ont d'autres moyens pour nous conseiller, et on les attend. Et ce que moi je peux préconiser, c'est même jusque dans les écoles, de commencer par l'hygiène alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut consommer et comment le consommer. C'est ça que je peux dire que ça peut nous arranger et nous protéger pour demain. Sinon, tout le monde, tout Togolais maintenant est tensionnaire. Sans exception. Même les gens qui sont dans 4x4 là, ils sont tensionnaires. Donc, la balade dans leur camp, de nous aider
à mieux vivre. La maladie, l'hypertension, bon, selon moi, les gens en parlent souvent, j'écoute, mais je n'ai pas encore pris l'importance de savoir de plus profond ce que c'est que cette maladie-là. L'hypertension, bon, je ne connais pas au fin fond les causes de cette maladie-là. Je ne sais pas aussi de quoi s'agit-il. Tension avec toi. Il y a le sens sous le pour le canamien au jeune vu qu'on le doit dominer la tension. Et les niveaux mi dina be mi animatique. Quand voilà non union bon. Nous on quelqu'un va be jeune vieux au le bleu de tension venir. Là mais on doit prévenir quand bolé à minyabe Tamu Bouboualonde, voire 40 ans, 35 ans, 45 ans, par attention. Après, quand on va se maintenant, on a trouvé article commis le PV via grand longtemps le Yodé. Oh, les arbres, il y a ces vivis, il y a sous la main, il y a noir, dès que nous allons y avoir une bonne. L'hypertension artérielle, c'est l'élévation de la tension artérielle au-delà de 14,9. Les causes de l'hypertension artérielle sont nombreuses. Il y a d'abord l'obésité et l'alimentation, à savoir l'excès du sel d'abord, le sucre et l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire que la consommation de certaines huiles qui élèvent le taux de cholestérol dans le sang. Donc, pour la tension de doigt, est-ce que vous avez un alors, Djibibi, n'est pas un bien à Jikabakaba, la tension de doigt. Alors, au Duna Amisubo, nous comme nous le que la doudou, ou de nous qu'on attention dans sa vanne. Pour le fait que votre ami le bénéficiaire que mis le à Magbo et mis le bon à Magbo le doigt, elle en a bien non c'est serré. Comme Magbo comme il a pour des étiens pour la maillot. L'hypertension, j'entends bien parler de l'hypertension, mais je n'ai pas de notion là-dessus. Je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui peut causer ça ou qu'est-ce qui peut amener ça. Affaire de maladie hypertension, comment je sais un peu, c'est que des fois il y a des gens qui sont plusieurs malaises, par exemple des petits crampes au niveau des bras ou bien de l'autre corps. À un moment donné, des fois, les gens viennent avec des problèmes internes à eux-mêmes, des soucis qui font que des fois, ça aussi, ça arrive souvent. Et puis, moi, j'ai connu des cas comme ça, avec un frère, un jeune comme ça que moi j'ai vu, par une dispute qui est un peu grave, ce qui fait qu'il a eu ça. Et mon maman a dit que une partie de son corps est arrivé à l'hôpital, on a demandé ses analyses aussi à faire. Il a été déclaré, et même le gars, il a eu sa bouche un peu tournée. Ça veut dire que de l'autre côté jusqu'en bas, nous ne fonctionne pas, ce qu'on nous a dit. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que la maladie là est maintenant, comment dirais-je, est fréquent. Maintenant, et puis, de nos jours, c'est des trucs qu'on entend souvent chez les vieux, chez les gens bien âgés. Maintenant, même nous, les jeunes, même moins de 40 ans, on entend ça, on ne sait pas si c'est au niveau de ce qu'on mange ou de quoi à la main.
c'est là où moi, ma question sont restées suspendues. Voilà, vos questions sont restées suspendues. Je crois que ce soir, vous aurez les réponses à toutes vos questions suspendues. Professeur, vous les avez écoutées. Alors, beaucoup de Togolais souffrent de l'hypertension artérielle à cause des soucis. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait, parce qu'il y a l'élément stress qui va être un facteur de risque de l'hypertension artérielle. On va y revenir. On va y revenir. Alors, à combien peut-on estimer en moyenne le nombre de personnes adultes au sein de la population générale souffrant de ce mal? Entre-temps, on parlait de 30%. Alors, 30% en termes de chiffres, comment on peut l'évaluer? Eh bien, c'est simple à évaluer. 30% des adultes. Or, si nous voyons à peu près, ça fait la moitié de la population. Et donc, sur cette moitié, 30%, ça fait à peu près 700 000 à 800 000 hypertendus. Et nous parlons des adultes. Nous ne parlons pas des enfants. Des enfants. N'oublions pas qu'il y a l'hypertension artérielle chez les enfants. On l'a dit tantôt. Donc, ça veut dire que c'est sous-estimé si on veut être plus clair. C'est ça. Alors, parmi les interventions, il y en a qui ont mis l'accent sur cette maladie au niveau de la jeunesse. Alors, pour nous, on pensait que lorsqu'on évoque l'hypertension artérielle, c'est beaucoup plus une maladie de la vieillesse, mais aujourd'hui, on remarque que les jeunes sont de plus en plus exposés à cette maladie. Alors, quelles en sont les raisons? Eh bien, c'est au niveau des facteurs de risque qu'il faut aller chercher ces raisons-là. Nous avons commencé par en parler un peu, il faut en parler plus en profondeur. D'accord. Parce que parmi les facteurs de risque, il y a les facteurs de risque non modifiables. Et nous allons nous étendre un peu là-dessus. C'est par exemple l'âge. Ouais. C'est vrai, il y a un téléspectateur qui disait qu'avant c'était pour les vieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'hypertension artérielle se rajeunit et ça fait froid au dos. Ça se rajeunit au lieu d'attraper l'hypertension à 50 ans, déjà à 30 ans, des gens ont une hypertension artérielle de l'adulte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que il y a d'autres facteurs de risque, mais l'âge en lui-même est un facteur. Parce qu'avec l'âge, qu'est-ce qui se fait? La paroi des artères durcit. Ça devient dur. Vous imaginez, sans peine que sur la paroi durcie, la tension dans cette paroi-là va augmenter. C'est ça qui explique l'hypertension, d'une part. Voilà. Parce que si vous avez à souffler dans un tuyau rigide d'un côté et que vous avez à souffler dans un ballon de baudruche, où est-ce que vous mettrez plus d'énergie, plus de force? Dans un tuyau rigide. Donc si les artères deviennent rigides, il va sans dire que il y aura la tension va se lever dans ces artères-là. Il y aura de l'hyperpression, c'est-à-dire l'hypertension dans ces artères. Donc c'est avec l'âge que cela se fait. Il y a également le genre. On va en parler. Je crois que là, vous évoquez les facteurs de risque. Nous allons revenir là-dessus. Mais parmi les personnes interviewées, il y en a également qui ont fait allusion à l'automédication. Oui. À l'automédication, surtout les médicaments pour renforcer la virilité. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut citer l'automédication aussi comme un facteur ou une cause de la maladie? Bien sûr, parce que parmi les médicaments, il y a certains qui agissent sur la tension artérielle dans le sens de l'élévation. C'est ça. Même parfois, il y a des aliments qui élèvent la tension artérielle. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Par exemple, certains bonbons, certains pastis, des boissons
contiennent une substance qu'on appelle la réglisse, qui va élever la tension artérielle. Si on ne fait pas attention et qu'on consomme ces aliments, on risque, au bout du compte, d'attraper de l'hypertension artérielle. Donc, que ce soit les médicaments ou bien certains aliments, c'est vrai, ça élève la tension artérielle, ça crée de l'hypertension artérielle. Alors tout à l'heure, je posais la question de savoir les deux types d'hypertension qu'on a. Et vous venez de nous dire qu'il y a l'hypertension essentielle et l'hypertension secondaire. Alors dans le cas de l'hypertension essentielle, vous l'avez dit également, 90% des cas, les causes sont inconnues. Alors, et là, vous parlez plutôt des facteurs de risque. Alors, tout à l'heure, nous allons écouter Dr René Baragou qui nous parle un peu de ces facteurs de risque. Nous allons l'écouter tout de suite. Qu'on ne peut pas modifier, qui sont donc l'âge. Il faut dire que la fréquence de l'hypertension artérielle augmente avec l'âge. Pourquoi cela? Parce que quand on augmente, on avance en âge plus tôt, les artères deviennent un peu plus rigides, elles sont moins souples, et donc le sang circule avec beaucoup plus de difficultés et donc la pression s'élève. Donc le premier facteur, c'est l'âge. Alors, deuxième facteur, c'est le sexe. Eh bien, le sexe, avant 50 ans, l'homme a un peu plus de risque de développer l'hypertension artérielle par rapport à la femme, tout simplement parce que à cet âge-là, la femme est en période d'activité génitale et elle est protégée par ses hormones. Mais à partir de 50 ans, quand la femme va passer dans la ménopause, eh bien, le risque devient identique entre les hommes et les femmes. Le troisième facteur, c'est le facteur génétique. On sait qu'il y a des familles d'hypertendus. Et on parle d'hypertension artérielle familiale. Lorsque vous avez des grands-parents ou des parents qui souffrent d'hypertension artérielle, donc vous avez un peu plus de risque de développer l'hypertension artérielle. Le deuxième groupe de facteurs, c'est le groupe de facteurs de risque dits modifiables. Ces facteurs de risque qu'on peut modifier, c'est d'abord les mauvaises habitudes alimentaires. Et parmi les mauvaises habitudes alimentaires, c'est la consommation excessive de sel. Ensuite, la consommation excessive de sucre et d'aliments gras. Alors, parlant de la consommation excessive de sel, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur la consommation du cube. Le cube est assez nocif pour la santé et surtout en matière d'hypertension artérielle parce qu'il est trop salé. Donc, il faut faire très attention à la consommation du cube. Ensuite, c'est le tabagisme, ceux qui fument la cigarette de façon régulière. Après le tabagisme, c'est l'alcool, l'alcoolisme. Lorsque vous prenez de l'alcool régulièrement, généralement on dit quand la consommation journalière dépasse 20 grammes d'alcool éthylique, et ça constitue un risque d'hypertension artérielle. Alors les 20 grammes d'alcool éthylique correspondent à peu près à 3 verres de vin par jour. D'accord? Ensuite, c'est l'obésité. Quand vous avez un excès de poids, l'obésité, vous avez plus de risques d'avoir l'hypertension artérielle. Après l'obésité, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est l'absence d'activité physique. Quand vous restez, vous limitez à votre bureau, à votre lieu de travail et tout ça, vous ne faites pas d'activité physique, vous ne faites pas du sport, eh bien, vous êtes sédentaire et c'est un facteur de risque
d'hypertension artérielle et même des autres maladies cardiovasculaires. Après la sédentarité, on a le diabète. Lorsque vous souffrez du diabète, vous avez un risque élevé également d'avoir l'hypertension artérielle. Ensuite, c'est le stress. Ensuite, nous avons chez la femme la grossesse. La grossesse, c'est vrai, c'est un état physiologique, mais on a constaté que 10 à 15% des femmes enceintes peuvent souffrir d'hypertension artérielle liée à l'état de grossesse. Et enfin, je vais terminer par un autre facteur qui, à mon sens, est très important, c'est le manque d'information, l'ignorance. Quand on ne sait pas ce qu'il faut faire pour éviter l'hypertension artérielle et les autres maladies cardiovasculaires, bien sûr, eh bien, on a beaucoup plus de risques à faire l'hypertension artérielle par rapport à quelqu'un d'autre qui est informé. Voilà, professeur Damoro, vous avez voulu qu'on insiste beaucoup ce soir sur les facteurs de risque. Alors, nous venons d'écouter ensemble le docteur Baragou. Une réaction, vous avez d'autres choses à compléter? Peut-être à détailler. Sinon, l'essentiel a été dit dans ce qu'il a développé. C'est ça. C'est par rapport à l'alcool. Aujourd'hui, c'est un fléau dans notre pays. C'est ça. Quand vous faites un tour dans les quartiers, vous voyez des drapeaux blancs. Et déjà, à 7h, 8h, vous voyez les jeunes qui circulent dans ces endroits-là pour soulever le coude. C'est ça. C'est de l'alcool. Ouais. L'excès d'alcool va engendrer d'hypertension. Quelqu'un se demandait pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'hypertension au Togo. Voilà un élément qui explique pourquoi il y a beaucoup d'hypertendu au Togo. Ce n'est pas tout. Le stress au quotidien, tout le monde est stressé. C'est l'endroit de dire à nos frères togolais de ne pas stresser les autres et de ne pas se stresser soi-même. C'est ça. Parce que le stress, le fait de courir pour ramasser, ça va engendrer, en fin de compte, l'hypertension. On n'aura pas le temps de dépenser ce qu'on a amassé parce qu'on sera emporté très vite par l'hypertension. Par la maladie. Voilà. Le souci, c'est au quotidien, tout le monde le sait. On le vit au quotidien. C'est pourquoi il faut plutôt être modéré dans nos comportements. C'est ça. Voilà. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été citées, la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Donc, l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Voilà. Très bien, professeur, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette relation que le docteur Baragou a établie entre le diabète et l'hypertension artérielle. Oui. Voilà, c'est un couple maudit, comme on le dit. Un couple maudit, c'est le duo de la mort. Quand vous avez l'hypertension artérielle associée au diabète, il faut faire attention parce que vous risquez de ne pas dépasser la soixantaine si vous ne prenez pas les choses au sérieux. Le diabète, comment ça va entraîner l'hypertension? Vous savez que le diabète va agir sur la paroi des tuyaux qu'on appelle artères. Les grosses artères. Les grosses artères, c'est là que le diabète va agir. D'abord par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est entraîner l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt du mauvais cholestérol dans ces artères-là. Le diabète accélère ce processus. Et ça va aboutir à l'hypertension artérielle. Deuxième mécanisme, le diabète va dérégler le fonctionnement de la paroi des artères. Parce qu'au niveau de l'artère, il y a deux choses en balance. Il y a des éléments qui font augmenter la tension et d'autres éléments font baisser la tension. C'est ça. Ouais. Donc le diabète va agir dans le mauvais sens sur cette paroi-là
la tension artérielle. C'est pourquoi le diabète, on dit de faire attention. Quand on a le diabète, on a déjà un haut risque. C'est un terrain à haut risque. C'est ça. Et il faut vraiment faire attention quand on a le diabète. Voilà. C'est par ces deux mécanismes que le diabète va aboutir à l'hypertension artérielle. Les questions commencent par tomber, ainsi que des appels. Nous allons répondre aux premières questions à le temps de poursuivre cette émission. Bonsoir professeur, je suis âgé de 33 ans. J'ai parfois des crampes avec des douleurs aux jambes les nuits. Est-ce un signe de l'hypertension artérielle? Crampes dans les jambes, c'est pas un signe. Vous savez, l'hypertension artérielle n'a pas de signe spécifique. C'est ça. On ne peut pas dire que ce signe-là est rattaché à 100% à l'hypertension artérielle. C'est pourquoi nous, au programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, le message est clair. Il faut se faire dépister. Dépister, parce qu'on peut être surpris. On peut être surpris. Il faut qu'il aille à l'hôpital, c'est simple. Tendre le bras, on lui prend la tension à 3 reprises avec un intervalle d'une semaine. Et puis après, on fait la moyenne, on se dit, mais est-ce que vraiment il est hypertendu ou pas? Le simple fait d'avoir des crampes aux jambes, ça ne signifie pas que c'est rien. Il faut que la tension artérielle soit prise pour avoir la certitude. Merci pour l'émission. Je souffre de bourdonnement à l'oreille gauche. Je voudrais savoir si cela est lié à l'hypertension. Alors, je crois que là, le téléspectateur qui nous a envoyé cette question fait allusion à l'un des signes de l'hypertension artérielle, même si vous dites que c'est une maladie, c'est une tueuse silencieuse, justement parce que cette maladie n'a pas de signes apparents. Il y a quand même des signes, comme toute autre maladie, il y a certaines manifestations liées à l'hypertension artérielle, dont le bourdonnement. Alors, parlez-nous un peu de ces signes, professeur. Dans le jargon médical, on dit acouphène. Acouphène. Ça signifie des bourdonnements, des sifflements dans les oreilles. Dans les oreilles. Ça fait déjà partie des petits signes qui doivent orienter vers l'hypertension artérielle. Tout à fait. Mais il faudra qu'on sache que bourdonnement ne doit pas signifier forcément l'hypertension artérielle. Voilà. Parfois, la tension artérielle est normale, mais on a des bourdonnements dans les oreilles. C'est pourquoi, quand on est en face de ces malades, les cardiologues s'en occupent, et puis les ORL également s'en occupent pour voir s'il n'y a pas un problème local au niveau de l'oreille qui peut être géré. Alors, quels sont les autres petits signes dont vous venez de parler, qui sont peut-être des signes annonciateurs ou bien des signes d'alerte, à part l'acouphène? Quels sont les autres signes qu'on peut on va continuer avec les phènes. Phosphène, c'est qui veut dire une vision des choses. Une vision floue, pas tout à fait floue, des mouches volantes, des choses brillantes. C'est des illusions. Il n'y a pas l'objet, mais on voit des mouches volantes ou bien des choses brillantes. On appelle ça des phosphènes. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les céphalées. Quand les médecins disent céphalées, c'est un gros mot pour dire qu'on a des maux de tête. Des maux de tête. Donc, souvent, ces maux de tête, c'est à la nuque. On se réveille avec des maux de tête à la nuque. Il faut penser à l'hypertension. Parfois, c'est les maux de tête d'un côté de la tête qu'on appelle hémicranie. Ça aussi, ça fait penser à l'hypertension artérielle. Mais c'est pas tout. Parfois, c'est la fatigabilité. On est fatigué. La fatigue générale, une palpitation au niveau de la parfois, la palpitation, ça fait déjà penser
à des complications, ou parfois on se lève tout le temps la nuit pour aller uriner. Tout ça, c'est des petits signes qui doivent orienter vers l'hypertension artérielle. Mais nous avons dit qu'il ne faut pas attendre ces signes-là avant d'aller se faire dépister. Surtout si on est dans une famille à hypertension, déjà à partir de 20 ans, parce qu'on voit des gens qui ont à 20 ans déjà ont de l'hypertension artérielle essentielle, sans cause. Sans cause. Parce que c'est lié à l'hérédité. Il n'a pas suffisamment parlé de l'hérédité. Quand vous avez un papa hypertendu, une maman hypertendue, vous avez beaucoup de chances, j'allais dire malchance, d'attraper très tôt l'hypertension artérielle. Qui sont des facteurs non modifiables. Non modifiables, puisque c'est sur les chromosomes. C'est sur les chromosomes, les gènes. C'est ça. Et puis, en plus, l'environnement familial. C'est pas seulement quand on dit familial, il y a les gènes, mais il y a également le comportement dans la famille. C'est facteurs génétiques. Facteurs génétiques et facteurs environnementaux de l'environnement. C'est ça. Qui entoure le malade. Parce que si dans certaines familles, on aime beaucoup le sel. On aime beaucoup le sel, on aime beaucoup manger. C'est des habitudes familiales. On aime beaucoup les choses grasses. Voilà, c'est des habitudes familiales. Si en plus on a une prédisposition génétique, ça veut dire qu'on fera l'hypertension artérielle très tôt. Il y a un téléspectateur qui a bien fait de dire qu'avant c'était les vieux. Mais aujourd'hui ce sont les jeunes. Parce que nous importons les mauvais comportements qu'on voyait autrefois en Occident. Les mêmes causes dont les mêmes effets. On ne mange plus bio. On ne mange plus bio. Voilà. L'Africain mangeait bien avant. La consommation naturelle du cube. Voilà, naturel bien. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire comme les Européens font. Et nous aurons les mêmes problèmes que les Européens. Parce que les hommes sont les mêmes. Si on les met dans les mêmes conditions, ils vont développer les mêmes maladies. Voilà ce qui se passe. D'accord. Alors, il y a une question que j'avais posée tout à l'heure, mais je n'ai pas eu une réponse satisfaisante. Alors, les signes, les petits signes, les signes annonciateurs dont vous venez d'énumérer quelques-uns, lorsqu'on enseigne une personne à un de ces signes, et certains de ces signes, accompagnés d'un chiffre tensionnaire élevé, est-ce que cela suffit pour déclarer cette personne hypertendue, ou bien il faut d'autres examens complémentaires pour confirmer justement le diagnostic de l'hypertension artérielle, professeur? Déjà, s'il y a parce que ces signes dont on parle, si c'est vraiment lié à la tension, c'est que c'est déjà une hypertendue. Parce qu'habituellement, les chiffres en eux-mêmes ne parlent pas. C'est les conséquences sur le cerveau. Les signes dont on parle, c'est le cerveau. C'est le fait que la tension monte dans le cerveau qu'on a ces signes dont on parlait. Donc c'est déjà un début de complication. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Très bien, il faut faire attention. Alors, elles sont certainement nombreuses, ces personnes qui ne se savent pas hypertendues et le découvrent un beau matin, soit à la suite de façon fortuite, à la suite d'un bilan de santé ou bien à la suite d'un malaise qui les a conduits à l'hôpital. Alors, nous allons écouter deux malades souffrant de l'hypertension artérielle. Avril. Moi que va l'enzreka, tension montée que 22. Quoi, docteur, au film, au bidu menchi,
bilan tinha lagu ko wadi di va 19 ya namanya magai ko ji kala vitu ki malfa fi zerka attention di chiffre nama wala 13 le normal afoa venam vede que venam vede ya no so yasi que yasi bo we trome en esto dano tuye le tiye mnai one que mai so ci kwan se te dopo. C'est ma mère. Le samedi, on m'a appelé qu'elle est malade. Je suis venue, j'ai vu que le pied s'est enflé jusqu'aux jambes. Et nous sommes partis à l'hôpital. Le docteur nous a dit que c'est urgent, c'est aigu, il faut que nous descendons à Lomé. Effectivement, quand on est venu, ils ont détecté que c'est la tension. Et nous sommes sous traitement. Présentement, la tension est descendue un peu. Sinon, avant, elle souffrait. La professeure Damoro, pour l'un, ça commence avec des maux de tête, vous venez de le dire, une forte migraine. Migraine, c'est trop fort, mais disons tout simplement des maux de tête. Alors, jusqu'à l'élévation de la tension à 22. Alors, et pour l'autre, ça a commencé juste avec des douleurs au niveau des pieds, et après ses pieds et ses jambes se sont enflés ensuite, et après voilà, c'est la tension. Alors, est-ce que les grosses jambes, justement, on en a parlé la semaine passée, est-ce que les grosses jambes sont aussi un signe d'alerte qui annonce l'hypertension artérielle chez la vieille dame qui vient de témoigner tout à l'heure? Tout à fait. Les trois circonstances dans lesquelles on diagnostique l'hypertension, l'une des circonstances qui est malheureusement fréquente, c'est devant les complications. Complications au niveau du cœur. Nous avions déjà détaillé comment ça marche. Oui. Quand le cœur est fatigué, la circulation ne se fait plus bien. Et le sang va se déposer aux endroits déclives, entre autres les jambes. C'est ce qui lui est arrivé. Oui. Donc elle est venue au stade de complication. Ce qu'on ne devait pas voir aujourd'hui au Togo. Que les gens viennent au stade de complication. Ce n'est plus admissible de voir les gens à ce stade-là. Parce que tout le monde doit écouter. C'est le travail que nous faisons tous les jours. La sensibilisation, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Dans les radios, nous faisons la sensibilisation. À la télévision, nous faisons. Même sur les marchés, sur les places de marché, nous faisons la sensibilisation. Il faut que les gens fassent attention. Il faut se faire dépister. Quand on a 20 ans, ça ne coûte rien d'aller tous les 6 mois se faire vérifier sa tension. Ça ne coûte rien. Mais ça donne beaucoup de bienfaits. Voilà. D'accord. Alors, nous allons revenir un peu sur le témoignage du monsieur. Alors, pour le monsieur, après le traitement, et c'est ce qu'il a dit, sa tension est redescendue à 13. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que malgré l'élévation de son chiffre tensionnel jusqu'à 22, est-ce qu'on peut dire que avec le traitement, il ne peut pas être déclaré hypertendu? Bien, c'est une question pertinente. Nous tenons à préciser que lorsqu'on est hypertendu, le traitement qu'on reçoit, c'est un traitement pour prolonger la vie. Nous avons changé le langage. Avant, nous disions un traitement à vie. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est un traitement pour prolonger la vie. Parce que l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. Chronique. Si c'est déclaré, elle est chronique. Elle est chronique. D'accord. Donc le traitement va stabiliser ou bien normaliser les chiffres. Quand on dit normaliser, ça veut dire qu'au départ, ce n'était pas normal.
Donc c'est grâce au traitement que les chiffres sont normalisés. Si on abandonne le traitement, c'est en ce moment qu'on va faire des complications graves, parfois même mortelles. Les gens sont revenus mourir. C'est ça. Parce qu'ils ont abandonné leur traitement. Parce que il faut préciser que l'hypertension artérielle, ça tue. Voilà. C'est l'une des maladies qui tue le plus. C'est pourquoi on voit aujourd'hui que la mortalité augmente de façon vraiment alarmante dans nos services à cause de l'hypertension artérielle qui tue. Alors, en parlant justement des complications, c'est vrai, l'hypertension, comme toute autre maladie, va évoluer vers des complications et toucher plusieurs organes, notamment le cœur. Et dites-nous, professeur, vous êtes justement cardiologue. Alors, comment cette complication va-t-elle se traduire au niveau du cœur? Au niveau du cœur, c'est simple à comprendre. L'hypertension artérielle va augmenter le travail du cœur. Parce que le cœur est obligé de pousser contre une pression élevée en aval. Quand vous travaillez, Madame Goto, si vous vous mettez à travailler 24 heures sur 24, qu'est-ce qui va vous arriver? Je serai fatigué. Vous serez fatigué. Un cœur qui travaille comme ça, dans de mauvaises conditions, contre une pression élevée, il va se fatiguer. Et quand la pompe est fatiguée, abîmée, est-ce que l'eau peut bien circuler? Non, pas tout à fait. L'eau ne circule plus bien. Non. Donc, nous avions dit que c'est une pompe qui pousse le sang dans les artères. C'est également une pompe qui tire le sang des veines vers le cœur droit. Donc, cette pompe est abîmée. Donc, il y aura des grosses jambes. L'insuffisance cardiaque, on a dit tantôt, c'était ça. C'est ça qui crée les grosses jambes. Et à ce stade, ce n'est plus intéressant. Parce que on devient une charge pour la société. On ne peut plus rien faire. On dépend des autres. Du point de vue économique, on est ruiné et on va ruiner sa famille. C'est ça. Il ne faut pas en arriver là. C'est ça. Alors maintenant, cette complication qui est liée au cœur, est-ce qu'elle est évitable? Tout à fait. C'est pour ça que depuis 1995, il y avait déjà le problème d'hypertension. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça. L'État togolais a mis en place le programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Parce que c'était l'une des maladies qui était un problème de santé publique. Et l'État avait compris ça. Donc notre programme est créé depuis 1995 pour faire face à cette situation. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation autour de la chose. Autour de la chose. D'accord. Nous allons encore consulter notre boîte de messagerie pour lire quelques messages, quelques questions. Bonsoir docteur, moi je souffre de l'hypertension oculaire. Je veux savoir quelles sont les causes. Ça m'a entraîné à utiliser des verres. Parlez-moi un peu de ça. Merci. C'est vrai, ce soir, ne parlons pas de l'hypertension oculaire parce que l'invité qui est là, le professeur, il est plutôt cardiologue. C'est tout ce qui touche au cœur, les problèmes cardiaques. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Mais pour parler de la tension oculaire, je crois que c'est les spécialistes ophtalmologistes qui sont les personnes habilitées à nous parler de cette tension oculaire. Alors, prochainement, nous pouvons peut-être organiser une autre émission et faire venir sur le plateau un ophtalmologiste pour nous parler un peu des problèmes liés à la santé de nos yeux. Et là, on peut facilement évoquer cette hypertension, cette tension oculaire au niveau de nos yeux. Merci beaucoup quand même pour votre question. Bonsoir professeur, je voudrais savoir non, je ne peux pas aller parce que les mots, il y a eu beaucoup d'abréviations. Je ne peux pas lire malheureusement cette question-là. Alors,
les gens ne cessent d'entrer en ligne par le numéro qui a été affiché pour envoyer les messages. Alors, bonsoir docteur, je sens des malaises des nerfs comme une décharge électrique et j'ai mal au cœur. Je pèse 88 kilos pour 1m72. Ma mère est hypertendue et diabétique. Que se passe-t-il? C'est bien de s'inquiéter parce que il a déjà des antécédents. On appelle antécédents quand dans la famille il y avait déjà des problèmes. Voilà. Il est diabétique en plus, c'est un terrain à haut risque. Il a mal dans la poitrine. Il faudra qu'il aille rapidement à l'hôpital. Voilà. Parce qu'il va falloir faire des investigations pour cerner la question. Parce que les chiffres tensionnels, seuls, on a dit, ne suffisent pas. Il faut essayer de voir tout ce qui se passe autour du malade, entre autres les organes qui peuvent être touchés et puis les autres facteurs de risque qui peuvent accompagner l'hypertension. Et plus on a d'autres facteurs, plus le risque est élevé. Si on n'a que l'hypertension, c'est encore, on peut être calme. Mais s'il y a le diabète qui s'ajoute, le cholestérol qui s'ajoute, là, il faut s'inquiéter. Il faut rapidement couvrir. Parce que c'est plusieurs malfaiteurs qui ont un même objectif. C'est ça. Donc on doit comprendre ça comme ça. Tous les jours que Dieu fait, je me réveille. Oh là là, oh là là. Tous les jours que Dieu fait, je me réveille avec des douleurs lombaires, jambes et ventre qui montent vers le haut et attaquent mon cœur. Alors, qu'est-ce que c'est et qui dois-je consulter? C'est Hiram. Bon, elle a parlé de plusieurs choses. Il faut commencer toujours par quelqu'un. S'il y a des problèmes de cœur, allez-y voir le cardiologue. S'il ne trouve rien, il va vous envoyer à qui de droit. Salut, j'ai 26 ans, j'ai les maux de tête sur la partie gauche. Ma tension varie entre 11 et 13. Est-ce que c'est normal? Oui, pour le moment, elle est dans les limites normales. Puisque nous avons dit qu'on parle d'hypertension artérielle à partir de 14,9. En deçà, on dit que c'est normal. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des spécificités. Il faut toujours aller à l'hôpital. Salut professeur, félicitations pour ces émissions. Comment et où peut se faire le dépistage de l'hypertension artérielle? Le dépistage, nous avions fait beaucoup d'émissions. Nous avions dit qu'au plan national, toutes les structures doivent se prêter à cet exercice-là. Quand un Togolais va quelque part, ça devient pour lui un droit. C'est ça. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Il doit pouvoir se faire prendre l'attention artérielle, quelle que soit la structure. D'accord. Je crois que le téléspectateur qui nous a envoyé ce message a bien compris votre réponse. Alors, nous évoluons dans cette émission. Il ne nous reste que 10 minutes. Alors, lorsqu'on souffre de l'hypertension artérielle, quels peuvent être les problèmes de santé auxquels l'on s'expose et qui sont certainement dus aux complications dont la plus grave est l'AVC, un accident vasculaire cérébral. Nous allons écouter tout de suite l'interview du professeur Kofi Balogo, une interview réalisée par Serge Agozo. L'hypertension artérielle, je pense que vous connaissez déjà la définition, agit essentiellement sur 4 organes. Il y a les yeux, il y a le cœur lui-même, il y a le rein et le 4e organe, c'est le cerveau. Donc cette hypertension artérielle va entraîner des dégâts au niveau du cerveau.
qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral va se manifester donc par des signes de dysfonctionnement du cerveau. Vous savez que c'est le cerveau qui nous permet de faire tout. Pour marcher, c'est le cerveau. Notre comportement, c'est le cerveau. La mémoire, c'est le cerveau. Les sens, c'est le cerveau. Donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsqu'il y a un AVC, vous avez une perturbation donc, de ces fonctions. Alors, l'hypertension va agir de plusieurs manières. Sur les vaisseaux qui sont un peu plus gros au niveau du cerveau, il va donner, donc, ce que j'ai dit, un accident vasculaire cérébral, mais un peu plus large, qui ont des territoires un peu plus larges au niveau du cerveau. Donc, le vaisseau peut se rompre. Donc, le sang qui est dans le vaisseau, dans l'artère, va se déverser sur le cerveau. C'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique. Ou au contraire, le vaisseau ou l'artère peut être obstrué par les conséquences de l'hypertension artérielle. C'est ce qu'on va appeler accident vasculaire cérébral ischémique. Et donc, dans les deux sens, vous avez la perturbation de la fonction du cerveau. Alors, cette hypertension artérielle également, elle peut donner l'atteinte des vaisseaux beaucoup plus petits au niveau de leur terminaison. Ça va donner ce qu'on appelle les lacunes. Les lacunes, donc, c'est comme des ischémies, mais le territoire est tout petit. Et lorsque vous avez beaucoup de lacunes dans le cerveau, alors la personne va présenter ce qu'on appelle une démence. Une démence artériopathique, donc liée donc, à l'atteinte des vaisseaux. Et la personne donc, va avoir la démence avec des signes sur le comportement, sur la marche, sur également les fonctions sphinctériennes. Voilà à peu près les complications au niveau du cerveau de l'hypertension artérielle. Mais quel que soit l'âge de la personne, alors lorsqu'on est hypertendu, on doit bien prendre ces médicaments pour éviter que ces complications n'arrivent. Parce que ces complications, malheureusement, comme c'est le cerveau, vont nous soustraire de nos activités quotidiennes. Le patient qui est hémiplégique, qui a la moitié du corps qui ne marche pas, ou bien qui ne peut plus parler, qui ne peut plus communiquer, donc va avoir des problèmes et ne peut plus donc jouer son rôle dans la société. Donc c'est un problème important que l'hypertension artérielle donne au niveau du cerveau. Lorsque un patient est hypertendu, il doit prendre régulièrement ses médicaments. Et parfois c'est à vie. Parce que lorsqu'il oublie de prendre ses médicaments et que sa tension monte, nous avons des conséquences qui sont très néfastes au niveau du cerveau. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lorsque le patient présente une hémiplégie, ou ne peut plus marcher, ou lorsque le patient ne peut plus parler, ou lorsque le patient a des troubles du comportement, a des troubles de communication, des troubles au niveau des cinq sens, vous comprenez bien que ça agit sur le plan social et ce patient, il n'est plus productif. Et si c'est lui qui a mené le maximum dans sa famille, vous voyez que la famille va en souffrir, y compris donc si c'est les enfants, si c'est un patient qui est parent, donc les enfants vont en souffrir, la scolarisation, le travail, etc. Donc c'est très important de prendre ces médicaments et de se soigner. L'hypertension artérielle se voit aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Et les AVC se voient aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Donc il est important de se soigner.
Voilà, nous remercions beaucoup le professeur Kofi Balogou que nous venons d'écouter à l'instant. Il est vraiment important de se soigner. Professeur Damoro, la meilleure façon d'éviter l'hypertension artérielle, c'est la prévention. Comment doit-elle se faire? Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je crois que c'est là votre dernière question. Voilà. Comment prévenir vaut mieux que guérir. Ça, c'est très important. Il y a deux types de prévention. La prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est à travers l'alimentation. Ouais. Il faut manger de façon équilibrée. Moins gras, moins salé, moins sucré. Ça, tout le temps, je le dis. Et il y a un contenu dans tous ces termes-là. Moins gras, moins salé, moins sucré. Peut-être une autre fois, on va détailler tout ce que ça veut dire. De deux, il faut bouger. Manger, bouger. Bouger, c'est au quotidien. Au moins 30 minutes d'activité physique. Une activité qui oxygène ou bien qui va permettre de respirer. Ça fait du bien. Troisième chose, il faut dormir suffisamment. Au moins 8 heures. Mais on voit aujourd'hui que les gens n'ont pas le temps de dormir. Or, Dieu a fait la nuit pour dormir. Non, ce n'est pas que les gens n'ont pas le temps. Les gens ont tellement de soucis que même le sommeil n'arrive pas. On a envie de dormir. Ça, c'est une autre. C'est une réalité. C'est une autre réalité, c'est vrai. Bon, il faut prendre la vie du bon côté. Tout à fait. Et puis, se fabriquer son sommeil, parce que le sommeil est réparateur. C'est vite. Parce que quand on dort, la tension chute. Mais quand on est en activité, la tension monte. C'est ça. Et puis, quatrième verbe, éviter. Éviter quoi? Le tabac. Éviter les excès de boissons. Éviter la drogue. Voilà les 4 verbes à conjuguer. Manger de façon équilibrée. Bouger au quotidien. Et puis dormir suffisamment. Et éviter. Et éviter. C'est les 4 verbes. Si on conjugue ces 4 verbes, on est en train de faire de la prévention primaire. Même si on est dans une famille à l'hypertension, au lieu d'arriver à 30 ans, va arriver à 60 ans. C'est pas mal. On aura gagné. De deux, c'est la prévention secondaire. Quand on a déjà de l'hypertension artérielle, il ne faut pas qu'on pense que c'est de la fatalité. Il faut d'abord respecter la prescription médicale. Et là, nous profitons pour dire que si les cardiologues étaient nombreux dans le pays, si dans chaque région il y avait des cardiologues, il y aurait moins d'AVC. C'est ça. On ne parle beaucoup pas d'AVC. C'est parce que les cardiologues n'ont pas bien fait leur travail que les neurologues sont obligés de récolter les dégâts. C'est le cardiologue qui travaille en amont. Il faut qu'il y ait beaucoup de cardiologues dans le pays. C'est ça. C'est déjà une solution. Et tout le monde doit comprendre. Vous êtes combien aujourd'hui pour tout le Togo? Une vingtaine seulement. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. À l'intérieur du pays, il n'y a que 2. Et nous souhaitons qu'il y en ait beaucoup. C'est pourquoi nous avons créé une école de cardiologie. Très bien. Qu'il faudra soutenir. Chacun doit soutenir cette école-là. C'est pour cette raison. Très bien. Pour éviter, faire de la prévention secondaire. Par rapport aux AVC, par rapport aux insuffisances cardiaques, les reins bloqués, c'est aussi dramatique quand il y a les reins bloqués. Il faut combien pour la dialyse? Et combien ça fait beaucoup de choses. C'est un drame aussi. Oui, c'est un drame. Quelle que soit la complication, c'est un drame. Merci. Au niveau des yeux, quand quelqu'un est aveugle, il devient quoi? C'est fini. C'est fini pour lui. Indépendant. Donc,
quelle que soit la complication, c'est pourquoi on parle d'organes nobles, d'organes indispensables à la vie. Donc l'hypertension artérielle, c'est la peste du siècle. C'est une réalité au Togo et il faut que chacun prenne conscience. D'accord. À partir de maintenant, chacun est interpellé pour jouer son rôle afin de prévenir. Mettre l'accent sur la prévention. Merci beaucoup, professeur. Votre message a été assez clair. Merci d'être passé sur le plateau vert, le plateau de santé d'abord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Mettons toujours en pratique les conseils des médecins afin de prévenir notre santé. Merci donc une fois encore, professeur Damoro. Nous espérons vous revoir sur ce même plateau les prochains jours. Pourquoi pas? D'accord. Parce que le sujet n'est pas épuisé. Il n'est pas épuisé. Voilà. Nous avons reçu au total une quarantaine de questions et une vingtaine d'appels. Le sujet n'est pas épuisé et le sujet est intéressant. Voilà. Je fais un coucou à Naomi qui est très fidèle à cette émission. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se retrouve le mardi prochain. Excellente soirée sur la première. Bye bye. J'espère que je ne savais pas.